Nico, un point c'est tout. Ruffin, le cerveau de la gauche. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Aujourd'hui, la nouvelle mouture que je vous propose est consacrée à un thème d'actualité. Je l'ai intitulé Ruffin, le cerveau de la gauche. Comme vous commencez à en être coutumier, nombre des billets que je réalise me sont inspirés par un élément déclencheur. Ici, il s'agit de cette déclaration lunaire de Ruffin concernant le besoin d'une primaire. Et accrochez-vous à vos slips, non seulement il veut une primaire de la gauche, mais soyons fous, incluant également l'extrême gauche en plus. Puisque, pour reprendre ses mots, il escompte mettre en place et souhaite voir advenir une primaire allant de Poutou à Hollande. Sans occulter qu'il se voit la gagner. Bref, on est dans un délire total. Je passe sur le côté rock'n'roll du truc dans la mesure où ce n'est pas mon propos. Quoique, j'y reviendrai malgré tout au détour de mon développement, à n'en pas douter. En tout cas, ma priorité n'est pas de disserter sur le sujet à cet instant. Voilà ce que je voulais dire. Ce que cette déclaration m'inspire en revanche, c'est que Ruffin est définitivement un stratège de haut vol et le rappelle à notre bon souvenir. Nul besoin de vous préciser le caractère véritablement ironique de mon propos pour l'occasion. Cela coule de source, je pense. A fortiori, si vous ne me découvrez pas ce que je produis à l'occasion de la sortie de cet épisode. Mais au contraire, être un peu familier avec les Nico 1 point c'est tout ou les React. J'estime avoir le sens de la cohérence. Je me trompe ? Je m'apprête donc à effectuer un retour sur les nombreux exemples qui ont prouvé que le natif d'Amiens est loin de s'avérer être un fin limier en matière de stratégie. Et pour en tirer, en dernier recours, les conclusions concernant 1. Sa candidature et 2. Le fait que ce soit lui qui essaie d'imprimer le tempo à gauche, sachant cela. Voici le sommaire pour la rubrique d'aujourd'hui en quelque sorte. La stratégie de la respectabilité. En vérité, il est assez difficile de savoir par où commencer, tant il est compliqué de véritablement hiérarchiser les éléments. Commençons donc, peut-être, par ce qui fait le plus sens selon moi, à savoir le changement de stratégie globale opéré par le Picard. Ceci pour petit à petit finalement glisser d'un sujet à l'autre et tenter de couvrir la question de façon aussi complète que possible. Enfin, j'espère. Si vous décelez des choses qui manquent à la peinture du tableau, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Je serais ravi de vous lire et récolter davantage de billes pour un éventuel futur travail sur Ruffin, ou les stratégies foireuses de ce que je qualifierais de gauche qui trempe des guiboles. Évidemment, on peut comprendre dans une certaine mesure que certains cherchent à s'épargner d'être sous le feu des critiques à chaque instant, chaque seconde. Qu'ils intentent de bénéficier d'un peu de répit ici ou là. Pouvoir sortir la tête de l'eau, avoir quelques moments de relative quiétude à mettre à profit. Ou encore, simplement faire leur travail de député tranquillement, entre guillemets. Que seule la charge de travail soit le hic de la fonction. Dans une certaine mesure, un peu moins toute la pression environnante. Ce qui est bien légitime et peut largement se comprendre. On imagine bien combien cela doit être pesant d'être mis sur le grill en quasi H24 et en toutes circonstances. Sans oublier que cela s'accompagne généralement de tout un tas d'effets secondaires, si je puis dire. En fait, effets secondaires qui n'en sont pas, en vérité, définitivement pas, même, au final. On sait que nombre des députés insoumis, pour tenir bon sur les positions qu'ils ont adoptées, avec leur groupe, voient des menaces importantes peser sur leurs existences. Que certains sont agressés, pris à partie, qu'on dégrade leur permanence à intervalles réguliers. Ou encore leur bien personnel, comme cela a été le cas de personnages comme René Revol ou encore, évidemment, Jean-Luc Mélenchon. Tous deux, dont les domiciles et maisons secondaires ont été incendiés et vandalisés. Comme un résumé des traitements qui sont infligés à ceux qui se dressent contre l'ordre actuel de la société. Et encore, j'ai fait grâce de rappeler le sort funeste que certains avaient décidé de réserver à JLM. Nervis azimutés qui ont, heureusement, été pris avant de mettre leur plan à exécution. Bref, que le quotidien d'un représentant de la gauche de rupture n'a rien d'anodin ou d'un fleuve tranquille. Tout comme leur tâche de défendre ceux qui n'ont rien envers et contre tout. Surtout contre les puissances de l'argent et leurs bras armés des médias. La meute n'étant pas celle qu'on dépeint à travers un bouquin, mais plutôt celle qu'on retrouve sur les plateaux. Celle-ci infiniment plus dangereuse. Notamment compte tenu des réactions qu'elle suscite auprès d'esprits plus faibles. Pour ne pas dire lobotomisés même. Quand on prend en considération la méthode employée. Et ce, compte tenu de la puissance du battage qui est mise en place. Les personnes en question, au bagage intellectuel moindre, étant plus susceptibles de croire en les âneries de ces acteurs et leurs propos orientés, à défaut d'être démontrés. Pourtant, ce que cela m'inspire, c'est de Cyrano Bergerac que cela est tiré. On n'abdique pas l'honneur d'être une cible, disait-il.
Le sentiment que j'ai, c'est que c'est ce que le député de la Somme a fait, d'une certaine manière. Par confort, en quelque sorte. Aussi, partant du postulat un peu plus erroné que cela lui permettrait d'avancer politiquement, d'être plus consensuel et de pouvoir briguer l'hégémonie à gauche, voire la fonction suprême. In fine, prendre la tête du pays. Je reviendrai sur ce point qui constitue traditionnellement un marqueur de la social-démocratie et qu'on ne peut laisser passer. Enfin, sans traiter la question à un moment donné. Quoi qu'il en soit, il a opté pour une stratégie de respectabilité qui s'apparente, pour résumer, sans trop forcer le trait, à un recentrage politique. De rejeter une partie des sujets clivants ou vous mettant de facto en ligne de mire. En première ligne ou aux premières loges pour essuyer des attaques politiques impliquant nécessairement des renoncements et l'abandon d'une forme de radicalité. En ce sens, le recentrage me paraît indéniable, tout comme une perte d'une partie des marqueurs et des valeurs de gauche. J'en prends pour preuve les dîners en ville que l'intéressé a pu avoir avec Olivier Legrain, un millionnaire supposément de gauche. Ce qui ne manque pas de nous tirer un sourire du coin des lèvres et d'activer nos zygomatiques. Ou, pour ce qui me concerne, me suggérer une bonne dose d'ironie, étant donné mon penchant prononcé tout à fait personnel pour cette forme d'humour. On est dans quelque chose de quasi comique, surtout lorsqu'on sait de qui on parle. Soit de quelqu'un qui n'a eu de cesse de faire de son mieux pour tirer la gauche plus vers la droite en la démélanchonisant. Ce cher monsieur, cherchant à briser le lit d'insoumis, il a multiplié les tentatives dans ce sens. On vous rappelle qu'il a été révélé quel rôle un individu avait joué dans la mise en place de la fameuse primaire populaire. Soit dit en passant, qui n'avait de populaire que le nom, quasiment. En tout cas, s'engageant principalement dans son financement et son avènement, autrement dit, des facteurs majeurs. Mais attention, Corbière ne sait pas qui est Olivier Legrain. Mort de rire. Bon, ceci était une petite incise, j'avoue, pas forcément liée directement au sujet, mais qui me tendait trop les bras pour que je ne m'en saisisse. Revenons-en au fil conducteur. Je ne m'attarde pas trop sur le sujet de la relation de Legrain à la primaire. Je préfère plutôt vous renvoyer vers la vidéo de Bad Mulch sur le sujet, ce streamer ayant fait un très bon travail de débunkage sur ce thème. Travail complet, qui plus est. En tout cas, ce qu'on constate sans coup faire rire, c'est un changement complet d'attitude de Ruffin. Fini les coups de gueule et les happenings, dont certains qui lui avaient valu une bonne cote de popularité et d'une dose conséquente de sympathie envers les travailleurs. Petites mains vers lesquelles il dirigeait les spotlights, tous ayant l'impression de quelqu'un d'actif dans les batailles à leur côté. Exit aussi toutes les personnes qui se sentaient représentées par son travail et dont il n'hésitait pas à mentionner les noms. Puisque malheureusement, dès lors qu'il a choisi ce type de shift, plus rien de son travail ne sort plus des murs des institutions. En outre, comme je l'ai mis en relief précédemment, plus personne ne sait ce sur quoi Ruffin travaille désormais. Il est devenu inaudible côté travail à l'Assemblée à minima. Seules quelques sorties médiatiques demeurent audibles ici ou là, surtout du fait de la complicité des médias qui le lui permettent. Et pour cause, les tenants du monde actuel ne tremblent plus du tout à l'évocation de son nom. Il est loin le temps où le fameux Bernard avait les chocottes et le faisait espionner. On est aux antipodes de tout cela aujourd'hui, son comportement étant assimilé, non sans raison, à une rentrée dans le rang, une sorte de mise en conformité avec les attentes des bourgeois. Ces derniers désireux de voir leur code respecté, et trouvant désormais un allié inoffensif en Ruffin, ou, mieux encore, une opposition contrôlée qui alimente l'illusion souhaitée de démocratie, non contente de se prêter au jeu de surcroît, donc de participer à un mécanisme bien huilé. Pour en revenir aux mises en avant des dires de Ruffin par les médias, il en est ainsi, par exemple, pour ses propos sur la primaire, bien sûr relayés goulûment par la machine mainstream, pour qui c'est une bonne idée. Comme vous vous en doutez. Appareil médiatique qui voit cela d'un très bon œil, puisqu'une possible garantie que rien ne change de manière significative. Juste un vague bouger à la marge résulterait d'une énième victoire d'une gauche pas trop de gauche, surtout dans sa version coalisée. Assurance de politique édulcorée oblige, voilà qui les incommode fort peu. Et j'y reviendrai, mais quand on voit l'ambition programmatique qui anime Ruffin, eh bien, on ne se demande pas pourquoi il a le feu vert des plateaux TV et radio. Avançons. Je pense qu'il s'agit de ne pas être délu, comme on dit, sur la période dans laquelle nous vivons, celle d'une culture du clash et des clivages un peu exacerbés. Lui entend les résorber, estimant que le pays n'en peut plus, etc., que l'atmosphère est lourde et que la population a le moral en berne, pour ne pas dire dans les chaussettes, comme il l'a lui-même indiqué en ces termes. Pourtant, le succès de nombre d'émissions basées précisément sur des clashs, les antagonismes des uns et des autres, etc., viennent battre cette théorie en brèche.
Les succès de tas de programmes, les combats qui se mènent via les réseaux sociaux, les sections commentaires et autres best-of clash sur certaines plateformes, ou encore les activistes qui se livrent à des batailles rangées rhétoriques tendent plutôt à démontrer une forme d'appétence pour ce type de confrontation, plutôt qu'une volonté d'apaisement du pays et un désir de concorde nationale si on va aller par là. Chacun n'entendant pas concéder du terrain aux adversaires, se lançant souvent dans la confrontation écrite ou verbale avec une certaine véhémence, le plus clair du temps. Ce que des gens comme Ruffin peinent, pour ne pas dire manquent d'identifier, c'est que les méthodes de communication ont bien changé et qu'une des manières de sortir idées, travail, etc., c'est justement de faire en sorte que les contenus ne soient pas noyés. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'ils arrivent aux oreilles du plus grand nombre par quelque canal que ce soit. Que les médias s'en emparent, car eux fonctionnent comme des engrenages. Pour cela, il ne convient pas de mettre de la soupe tiède sur la table et d'attendre que cela se passe. Du fond ne sort du brouhaha médiatique que lorsque la forme est un peu épicée. On peut le regretter, mais ainsi vont les choses, surtout de nos jours. Je parlais plus en amont de cette take symptomatique de la social-démocratie, complètement dépassée au demeurant, et à laquelle François semble adhérer. Voire qu'il semble faire sienne au vu de la bifurcation comportementale qui est la sienne. On y revient comme promis. Eux, les SOSDEM, ou la gauche pas trop de gauche, ont intériorisé que l'élection se gagnait au centre. Dans ce cas, qu'ils nous expliquent les dérives continuelles des droites, toutes toujours plus extrêmes, et dans un lâcher-prise qu'on aurait eu du mal à imaginer il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Et encore que certains exhortent à se décomplexer, comme dirait Copé. Droite qui est de plus en plus dans le grand n'importe quoi, dont les outrances parmi les plus inimaginables, mais qui au final l'emporte le plus clair du temps. Cerise sur le gâteau en portant généralement un agenda politique stigmatisant envers tout un tas de publics et que les médias banalisent, qu'ils aident à normaliser et finalement intégrer. Je sais qu'on pourrait m'opposer la tactique mise en œuvre par le RN, mais à l'exception près que ce sont justement tous les autres qui travaillent pour eux, à partir de leurs chevaux de bataille qui plus est. Les autres se faisant leur relais et sortant toujours plus de dingueries, ainsi leur permettant la dédiabolisation tant attendue. Ainsi que d'avancer sans trop s'exprimer ou prendre de risques tels qu'ils soient. Aussi, il faut souligner le fait que la promo pour le RN est constante dans les médias, et que ses porte-paroles sont mis au centre de tout le temps, tous leurs adversaires étant intimés de vouloir rebondir à leurs dernières déclarations, etc., ou étant invités à réagir à leurs propositions, quand bien même ce ne soit pas dans le cadre d'un débat, de l'interview ou autre. Que rien ne justifie qu'on leur confère une telle position centrale, et que, pour le dire de manière triviale, cela n'a rien à faire là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la supposée démarche un peu SOSDEM du RN lui est permise et fonctionne plutôt uniquement du fait que les autres, en perdition, plus spécialement en termes d'idées, leur courent après. Et pour leur plus grand bonheur, jouent le rôle de leur fenêtre d'Overton, auprès de certains publics qui sont plutôt compatibles avec leurs idées à la base. D'autant que si le RN faisait vraiment campagne au centre, alors ils interdiraient Odoul et quelques autres de plateau, puisque ce type de personne ne peut s'empêcher de donner dans l'outrance les caricatures et les discours aussi brutaux que démagogiques. Speech véritablement agressif, qui ne soulève pas l'indignation des éditocrates et des ayatollahs de la stratégie politique, notamment parmi la gauche avec un accent circonflexe. Géométrie variable quand tu nous tiens. Ce qui vaut pour Mélenchon et l'AFI passe crème pour d'autres, bizarrement. Cette croyance à laquelle je faisais allusion a de multiples ramifications en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. En effet, cette partie de la conformisation au code bourgeois ne s'arrête pas à cette formule électoraliste délirante. La dimension image y fait écho et traduit le virage qui a été amorcé par le Picard. Fini le look débraillé de Ruffin, les cheveux en pétard, le côté reporter qui sort de sa camionnette et la préparation à l'arrache consubstantielle. Désormais, c'est un homme nouveau auquel on a affaire, un politique parfaitement arrangé du côté vestimentaire et capillaire qui fait la tournée des médias, et aspirant aux honneurs d'une réception en corrélation avec son nouveau standing. Bref, un politicien professionnel qui ne laisse plus rien au hasard en termes de contrôle de son image. Là encore, si dans un sens ce genre de move peut se comprendre, puisque l'image en politique n'est définitivement pas un vain mot, on peut s'interroger sur l'aspect stratégique. Cette rentrée dans le rang qui se traduit visuellement au travers de son image lissée de tout point de vue, notamment vestimentaire et capillaire, fait de l'intéresser un politicien comme un autre. Avec tout ce que cela peut entendre de pas forcément très positif, enfin pour un grand nombre de gens. Cela le présidentialise, peut-être, je pense qu'on peut s'accorder sur ce point. Mais cela aussi et surtout le place dans la catégorie des professionnels de la politique,
avec ce que cela entend de déconnexion par rapport à la population et aux travailleurs en premier chef. Surtout que rien de cela ne s'améliore avec un des autres pendants de sa stratégie, à savoir de prendre ses distances avec la France insoumise. Ce que le natif de la Somme ne comprend pas visiblement, c'est qu'en créant ce gap avec son ancien groupe parlementaire, puisque, rappelons-le, il n'a jamais fait partie intégrante de l'AFI, mais a simplement été assimilé comme tel et rejoint son groupe parlementaire. Et a fortiori, en s'en prenant à plusieurs figures du mouvement, plus ou moins ouvertement, il s'est aliéné un pan entier d'un vivier de voix. Son départ et critiques formulées sont autant de raisons qui expliquent qu'il se soit mis à dos de très nombreuses personnes. Personnes qui, non seulement avaient eu de la sympathie à son égard, mais auraient certainement voté pour lui dans un autre contexte. Aussi, cela fait tomber ce que je qualifierais de construction, à savoir cette idée d'un Ruffin rassembleur, alors que beaucoup de gens se sont détournés de lui du fait de son évolution. Lui en veulent parfois même, notamment du fait de la déception qu'il a suscitée au travers de certains agissements, consommant une vraie rupture avec une bonne partie de ce qui constituerait son électorat naturel. Tout cela dans l'optique un peu folle, il faut le reconnaître, de faire revenir à gauche des gens qui s'en sont éloignés, ou qui bénéficieraient de politiques de gauche. Aussi, on voit bien comment Ruffin essaie de combler des carences concernant sa candidature, des faiblesses qu'il a identifiées ou que d'autres ont identifiées pour lui, tout du moins. Ruffin, qui a très longtemps joué les électrons libres et qui ne s'est jamais trop soucié de quelque esprit de groupe que ce soit globalement, chose dont il pâtit quelque peu désormais. Il sait ne pas pouvoir compter sur grand monde, à part Legrain peut-être, allez savoir. François ne dispose d'aucun appareil sur lequel s'appuyer, si ce n'est son propre micro-parti dont l'existence tout entière est justifiée par le fait d'être un outil à son service, pour ne pas dire conditionné, localement en tout cas. Outil qui ne lui offre pas un maillage pour le faire passer à la vitesse supérieure, lui faire changer de statut si on va aller par là. Car il a lui-même entretenu une image d'acteur local à coups de formules qu'il estimait alors bien senties et de traits d'humour itératifs, mais qui viennent lui mordiller les mollets aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il a bien pensé à toute une organisation de la primaire visant à lui apporter full légitimité au cas où il remporterait cette désignation. Oui, mais voilà, les choses n'adviennent pas de manière magique. Et ce type de sélection, qu'est la primaire, est un procédé qui tend à me faire dire que beaucoup de ses plans et tentatives vont échouer. Penchons-nous donc justement sur cette primaire qu'il appelle de ses vœux. Gagner la primaire et ou finir avec une main devant, une main derrière. Je n'ai jamais dissimulé à quel point, pour moi, cette façon de départager les candidats est une farce intégrale. Et pour ce qui me concerne, je m'étonne que quiconque puisse encore avaler les sornettes que constitue ce mode de désignation. Ruffin nous explique comment une seule et unique candidature doit être proposée à gauche. Comment toute division équivaut à entériner les minces chances de notre camp politique. En somme, que si tout le monde ne se réunit pas sous une même bannière, il en sera fini des espoirs de la gauche de non seulement atteindre le deuxième tour, et donc de facto de gagner la présidentielle. On notera au passage le grand optimisme qui l'habite. C'est catastrophique de se placer sur la ligne de départ et se penser comme ayant, pour ainsi dire, aucune chance d'aller mener la gauche à la victoire, sauf à considérer un parfait alignement des planètes et de toutes les conditions. Et je doute pour ma part que ce soit le type de message positif qui mobilise plus spécialement à gauche. Je sais bien que la peur a été le moteur d'une des principales mobilisations dans les urnes, il n'y a pas si longtemps. Mais ce genre de plan ne fonctionne pas à tous les coups. Pire, cet appel au barrage ou au vote contre a un effet globalement démobilisant qu'il s'agirait de ne pas sous-estimer, et qui globalement fonctionne de moins en moins au fur et à mesure du temps. Les gens aspirant à autre chose, quelque chose de plus enthousiasmant. Et Ruffin, qui voit le pays à bout, je pense qu'il devrait intégrer que ce dont de moins en moins de gens veulent, c'est justement de se faire tordre le bras pour se rendre aux urnes. Voter par défaut et tutti quanti. Voilà, je souhaitais effectuer cette légère digression qui me paraît tout sauf superflue. Or, les faits historiques battent le discours de la gauche molle en brèche, et ce, de tout point de vue. La gauche, lorsqu'elle a réussi à conquérir le pouvoir, ne l'a jamais fait en partant unie à la base. Ça n'existe tout simplement pas. D'ailleurs, quand on parle de gauche, on est déjà bien gentil compte tenu du type de gauche dont on parle. En outre, la primaire n'a jamais généré quelque autre chose que ce soit, sinon du dissensus, voire des dissensions. Et la belle unité, tant espérée, ne s'est jamais mise en place. Pour s'en convaincre, il suffit d'effectuer un léger flashback vers les dernières éditions. Hamon comme Taubira, abandonné en race campagne, nous donne à voir un des effets mécaniques de la primaire.
Hamon comme Taubira, abandonné en race campagne, nous donne à voir un des effets mécaniques de la primaire. Plus spécifiquement, dans un cadre où un tel grand écart persiste entre les différents candidats, a fortiori en matière programmatique. Contente avec sa proposition, le tour de force de rassembler des gens qui n'ont, pour ainsi dire, rien en commun. Surtout lorsqu'on rentre dans le dur, ou dans le cœur de la machine, qu'on met idée et idéologie sur la table. Je crois que personne ne peut sérieusement penser que Glucksmann se retirait pour Ruffin, compte tenu des lignes divergentes à bien des égards. Ou encore que les membres du NPA seraient d'accord avec l'idée de soutenir Glucksmann, Hollande ou Faure, si un de ces personnages, par exemple, venait à sortir vainqueur. Aussi, tout ce truc est du cinéma, se base pour bonne part sur des chimères, des choses qu'on sait qui n'adviendront jamais au demeurant, telles que se retrouver avec autre chose que quelque chose de mou qui sort de ce type de processus. Et pour cause, les lignes de Ruffin et Autain sont grosso modo les mêmes. Seule une feuille de papier cigarette les sépare. C'est plus une question de casting ou personnalité qui se fera entendre, si les gens doivent se prononcer entre les deux. Et il s'agit de ne pas oublier de souligner que les deux candidatures représentent des biais de représentativité de certains groupes. De fait, cela ne prend pas un génie pour comprendre ce qui suit. Les gens susceptibles de voter pour les deux vont automatiquement disperser leur voix. La seule configuration qui viendrait atténuer ce phénomène serait qu'un des deux soit se retire, soit réduit à une telle peau de chagrin que l'autre pourrait tirer ses marrons du feu. Et puis Ruffin peut monter ou descendre, que cela n'y changerait rien. Les biais de ces désignations en matière de sociologie demeurent. Nombre des fractions les plus populaires des électorats restent chez eux, plutôt que de se rendre aux urnes en temps normal. Ils se déplacent un peu plus, mais pas suffisamment néanmoins pour l'élection reine de la Ve République. Pas davantage. S'imaginer ne serait-ce qu'une seconde qu'un énième rechapage de l'Union de la gauche va sortir les gens de leur abstention est complètement hors sol. Surtout quand la pièce qu'on planifie de leur passé n'est ni plus ni moins qu'un ressassé de la bataille des chefs à plumes. Bataille parmi des tas de personnes que beaucoup ne peuvent plus voir en peinture, pour une liste de raisons longue comme le bras. Ce n'est pas un rassemblement avec la gauche qui trahit qui va améliorer quoi que ce soit. Plus spécialement dans un contexte où beaucoup se disent à quoi bon, sentiment entretenu par Macron, via les nombreux dénis de démocratie auxquels il s'est joyeusement livré depuis pas mal de temps. Et je pense qu'on peut dire, sans trop s'avancer, qu'il le fait sciemment avec une volonté à l'esprit. Ce qui me fait dire que Ruffin est un bien piètre stratège, c'est que sa position consiste à se mettre dans les mains de la gauche molle, pour en faire en sorte de la plier et que celle-ci se mette au final à sa remorque. Or, pour la raison que je viens de mentionner, cela est déjà fort peu probable. En plus, on a bien constaté ce que donnait le plan en question lorsqu'il réussit. Hamon doit toujours s'en mordre les doigts plus de 8 ans après, car l'échec qu'il a subi a mis un coup d'arrêt définitif à sa carrière, l'a éloigné durablement de la scène politique. Sans oublier une dernière chose, puisqu'on en a évoqué Hamon, Ruffin serait nécessairement contraint à jouer le rôle que le créateur de Génération S a joué en 2017. La FI, et c'est bien légitime, n'entend pas prendre part à cette opération. Cette course de petits chevaux, pour ne pas dire cette compétition de poulets sans tête. Et par conséquent, le but présumé ne peut tout simplement pas être atteint. In fine, rien ne justifie ce processus, logiquement. Pour rappel, on fait allusion ici à FI et à la primaire. Mais s'imaginer que les esprits aiguisés vont s'apaiser chez tous les perdants est une vue de l'esprit. Diviser pour rassembler. En voilà un concept. J'ai déjà quelque peu évoqué la stratégie de l'éloignement de la France insoumise, le tout sous couvert de rassembler, il paraît. Pourtant, il reste un bon nombre de choses à mettre en avant, un peu dans le même ordre d'idées. Choses qui nous montrent la tartufferie de la démarche, pour ne pas dire hypocrisie crasse. Ruffin s'est souvent mis dans les bottes d'une sorte de marxiste bon teint. Une personne qui souhaite l'unité des travailleurs sans trop se soucier de quoi que ce soit d'autre, sinon des conditions matérielles des gens qui bossent, quitte à abandonner des tas de choses que la gauche se doit d'assimiler et de traiter. Choses et revendications que les plus fragiles portent et qui sont censées trouver leur débouché dans des politiques de gauche. Je reviendrai sur ce point. Évidemment, il est tout à fait honorable de valoriser le travail des gens et de faire en sorte qu'ils puissent percevoir leur dû, leur part équitable de la production, particulièrement à l'heure où l'exploitation est repartie de plus belle, que les profits des puissants se portent mieux que jamais, et que les écarts de richesse traduisent de plus en plus l'utopie offerte aux mieux lotis, ainsi que leur rapacité, pour ne pas dire leur volonté de ne plus rien concéder. Car en réalité, on en est là, ne nous trompons pas. Bien sûr, personne n'ira à rebours de ce type de revendication de voir les salariés plus récompensés de leur dur labeur
et de la contribution à la santé économique du pays, moi le premier. Après, si la technique de Ruffin crée de l'affect, et qu'elle est bienvenue en ce sens, il convient de ne pas occulter le revers de la médaille. En mettant des cas particuliers en avant et en braquant les projecteurs sur des professions spécifiques, on peut estimer que la méthode n'est pas purement efficiente pour l'ensemble des travailleurs, que cela n'embarque pas tout le monde, voire même que cela génère une forme de division, voire la même sauce. Plus spécialement, alors qu'ouvriers et employés sont dans le même bateau, en dépit de situations aussi diverses que variées, et que cette technique est moins encline à traiter des problématiques systémiques. Cela peut paraître un détail, mais pour moi, cela n'en est pas un en l'état actuel des choses, car cela s'inscrit dans un cadre plus global où, en fait, la méthode multiplie les choses de la sorte à l'envi. J'en prends pour preuve que Ruffin, certes, n'a pas été aussi désastreux que Roussel, mais lui aussi a participé à faire réémerger cette notion de valeur travail, telle qu'abominable à bien des égards issue de la droite à la base. À commencer par le fait que, associé au reste de son discours, en somme, cela revient à se contenter de grappiller des miettes sur les choses qui ont été perdues ces derniers temps. À commencer sous la présidence de celui qui aime se comparer à un dieu grec. Avec François, pas de programme ambitieux pour contraindre le capital et obtenir des avancées significatives pour les actifs. Juste une vague idée de grappiller ce qui peut potentiellement l'être. Mais rassurez-vous, le tout empreint de l'idée de gagner, gagner et encore gagner. Et que les miettes en engendreront d'autres un jour. Bref, ridicule. Si la valeur travail animait tous ces gros cerveaux de gauche, comme il nous intime de le croire, alors pourquoi se limiter à une vague idée d'augmentation des salaires et de ne pas se concentrer aussi sur tout ce que cela induit autrement? Concernant le droit à la déconnexion, le temps de repos pour reconstituer sa force de travail, le besoin d'avoir des travailleurs plus impliqués dans les processus décisionnels, ou encore être moins en proie à la précarité alors que celle-ci ne cesse de s'étendre. Réinsister sur le besoin de mettre à bas toutes les mesures de suppression des cotisations patronales et j'en passe et des meilleures. Mais tout ceci est trop ambitieux pour ces chantres de cette valeur. Valeur dont l'effet, peut-être pas escompté, mais réel néanmoins, est davantage une stigmatisation de publics privés d'emploi. Segments de la population déjà fort mal en point et qui ont besoin de tout sauf d'une gauche qui s'arroge le droit de les mettre au pilori et de les offrir à la vindicte populaire, dont notamment une partie de la population imbibée par les discours dominants, se donnant à cœur joie de se faire les relais des médias des milliardaires. Lorsqu'on sait quelle est la situation du pays en termes d'emploi, combien de gens sont laissés sur le bas-côté de la route des suites des effets concrets du capitalisme, on mesure combien la stratégie de faire réémerger la valeur travail est une idée de pur génie, comme dirait l'autre, particulièrement aussi maladroitement. Et alors que le pays s'est engagé dans des vagues d'un genre nouveau, soit d'une reprise à la hausse des délocalisations des usines, ou de leur fermeture, en dépit parfois de leur caractère stratégique pour l'avenir du pays. Ou encore que les fermetures de business battent des records. Les modèles précaires et claqués au sol impulsés et promus, voire mis en place par le pensionnaire de l'Élysée, commençant à produire leurs effets sur l'emploi, avec le résultat terrible qu'on connaît. Aussi, un autre versant mérite d'être mis en exergue, qui aboutit à de la division en dernier recours. Que ce soit dans le cadre de la primaire ou en dehors, Ruffin est dans l'incapacité de représenter certains publics. Il n'est pas solide et nous l'a démontré à maintes reprises. On se marre quelque peu de le voir enfin produire un discours contre l'abominable islamophobie en cours. Légère incise. Islamophobie sans limite est largement véhiculée par la partie la plus droitière du pouvoir en place. Fin d'incise. Retour à mon fil conducteur. Un Ruffin enfin en action, bien après le commencement de la bataille, alors que, rappelons-le, lorsque la marche a eu lieu contre cette même forme de discrimination, il avait faute, et bredouillait en lieu et place de s'en expliquer, tant sa position était aussi intenable qu'inexplicable. Son évolution, entre très gros guillemets, encore bien timide, au regard de la situation au jour d'aujourd'hui, étant ressentie par beaucoup comme une manœuvre opportuniste et rien d'autre pour certains. Sûrement à juste titre, par ailleurs. Pour le sujet de la Palestine, Ruffin n'est pas plus solide et on aurait attendu d'une personne de gauche qu'il mouille la chemise et qu'il soit parmi ceux qui marchent devant sans se soucier des coups qu'il risquait d'y prendre. Oui, mais voilà, c'est tout le contraire de ce à quoi nous avons pu assister, justement. Il semble ne pas avoir intégré ce fait, mais ce qui se déroule là-bas est devenu un marqueur d'humanisme. Et d'avoir été en marge, quasi aux abonnés absents, est une des raisons de lui apporter ou accorder bien peu de capital confiance.
surtout pour quiconque se réclamant de gauche. Tout cela le pénalisant dans la tâche qu'il s'est fixée, que ce soit de rassembler, mais en premier lieu de se lancer à la conquête de l'Élysée. Mais croit-il vraiment à autre chose que sa capacité de nuisance pour la gauche, lui aussi? La question se pose légitimement. Sa France, à lui. Comme vous le devinez sans mal, le nom de cette section m'est directement inspiré du lancement de campagne de Ruffin et son ébauche de programme et de candidature. J'ai déjà commenté ce slogan à une autre occasion. Je ne vais par conséquent pas y consacrer trop de temps, aussi à des fins de concision. Quoi qu'il en soit, ce slogan me paraît des plus maladroits à bien des égards. En particulier dans un environnement de gauche où le nous prédomine largement, où la notion de collectif prévaut par-dessus tout. Davantage encore quand on a l'ambition d'incarner une voix rassembleuse. A fortiori, dans le cadre où Ruffin nous livre du jeu en veux-tu en voilà, qu'il rompt avec cette dynamique de gauche, et qu'il nous a montré son peu de considération pour l'esprit de groupe, la cohésion et tout ce qui s'ensuit. Ce qui ne manque pas de sel pour quelqu'un qui escompte porter un programme humaniste et fait de solidarité, qui prétend rassembler autour de lui et incarner un changement, une évolution vers plus de solidarité et d'entraide, ou encore un désémiettement de la société. Autrement dit, une envie retrouvée de faire peuple tous ensemble. Le slogan est d'autant plus lunaire si on considère la période dans laquelle nous nous trouvons et à l'aune des pratiques pseudo-jupitériennes de celui qui dirige actuellement le pays. Pratiques avec lesquelles il ne tranche pas immédiatement ou véritablement avec une telle formule. Formule en guise de tête de gondole, on va dire. Au moins Hollande avait cru bon de faire semblant et avait entretenu l'illusion avec son « le changement c'est maintenant ». Précaution dont Ruffin n'a apparemment pas cru bon de s'embarrasser outre mesure. Sa France à lui, elle ne m'inspire rien de bon de ce que j'ai pu en voir. Abandonner les camarades en race campagne, contribuer plus ou moins à composer dans le dos de ceux à qui on est rattaché pour se faire élire, puis se lancer dans des ambitions personnelles. Tout cela ne fait pas envie. Surtout ne témoigne pas de grands changements par rapport à ce qu'on connaît pour l'heure, que ce soit en matière de politique ou de personnel politique. Le pire restant à mettre en lumière, évidemment, car on voit mal comment on peut faire l'impasse sur ce fait majeur. Ne pas revenir sur ces pratiques des plus douteuses, pour ne pas dire scandaleuses, auxquelles François a, sans le vouloir, avoué s'être livré. Comme de la dégueulasserie qui lui est associée, en accusant les autres de ses propres pratiques et turpitudes, et dont la preuve a été faite par l'image et par ses dires. Car oui, on a tous vu comment, en politicien chevronné, le Picard a changé le contenu de ses tracts d'un tour à l'autre, en plus de ses aveux de tractage au faciès. Ce dernier intentant de salir ses désormais ex-camarades sans être en mesure de prouver quoi que ce soit, en se prenant en fin de compte le retour du bâton. Plus spécifiquement, alors que nous, militants, sommes au fait que l'impression des tracts se fait à l'échelle nationale et qu'aucun tract du genre n'a jamais été produit ou disponible à la commande sur la plateforme Action Populaire. Que des tracts peuvent être élaborés et imprimés localement, mais qu'ils le sont dès lors par les intéressés et non par le mouvement. Un repoussoir d'un nouveau genre. Pour ce qui me concerne, Ruffin a beau tenter d'incarner la concorde et une forme de renouvellement, pour moi, il est un repoussoir d'un nouveau genre. Un point c'est tout, si j'ose dire. Une option politique qui ne tranche pas vraiment avec ce qui se fait déjà. En outre, comme j'ai pu l'illustrer au travers de mon argumentaire. Tout du long et à bien des égards. Un changement à la marge, par ailleurs, nettement intimé par la méthode ressassée qui nous est proposée pour la désignation du candidat. Pour ce qui me concerne, la seule chose que peut produire ce nouveau produit marketing, ce machin de gauche rebrandé en quelque sorte, qui représente Ruffin, c'est une nouvelle vague de ressac s'amorçant pour la gauche. Et ce, du fait du brouillage des pistes et des signifiants, des renoncements qu'il implique. Des pratiques déjà malaisantes et y tirant contre le sens d'un programme ambitieux fait de solidarité et d'entraide, et tout le reste. En somme, contre tout ce à quoi aspire le peuple de gauche pour résumer. Le pire du pire étant de se cantonner à quelque chose de tout sauf enthousiasmant, et donnant envie d'y croire et de s'impliquer, ou ne serait-ce que de sortir de chez soi avec des bonnes raisons de croire en un bienfait relativement immédiat. Une sorte de véritable changement dans la vie à échéance très proche. Qu'il y ait non seulement une victoire possible, mais aussi et surtout la certitude que des bonnes choses vont en découler. Et puis on voit tous comment, malgré tous les efforts consentis, surtout en termes d'image et un peu concernant les nombreux sujets sur lesquels il a des carences importantes, il se trouve ne pas être à niveau, que François n'est pas prêt. Et surtout, comment il n'est pas suffisamment solide pour endosser un tel leadership. Comment il bégaye plus souvent que des raisons et comment certaines de ses takes naturelles sont erronées par défaut. Autrement dit qu'il n'a pas le profil pour être le cerveau de la gauche ou ne serait-ce que son stratège. Rendez-vous au prochain épisode.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1.7. Merci de votre attention. Un grand merci à mes camarades Alia et Sublime pour m'avoir prêté leur voix et avoir donné davantage de relief à cette production. Allez, à bientôt.